Bonjour et bienvenue sur Comme au cinéma. Aujourd'hui, notre podcast est un petit peu particulier puisque nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Gobert, donc réalisateur et scénariste de Chaos, qui sortira en DVD le 25 octobre, qui est sorti dans les salles en juin, donc on espère que vous l'avez vu. Quand les gens sont poussés à bout, faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Donc je discute de ça aujourd'hui avec Nassim. Bonjour. Alors bienvenue Fabrice. Merci, Et bonjour. merci d'être avec nous. Donc Fabrice est le premier intervenant à venir sur notre canapé pour discuter de ton film. On espère qu'on en fera beaucoup d'autres. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Chaos ? Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du film ? Comment est née cette idée Eh bien, c'est un film qui est né d'abord dans le cerveau de Valentine Arnaud, ma co-scénariste, la co-scénariste du film, qui est d'une idée commune, qui était de travailler à la fois sur un film qui parlerait du monde du travail et reprendre les schémas des films fantastiques, introspectifs américains du type La vie est belle ou Un jour sans fin, où comme ça des héros ordinaires se retrouvent plongés dans des situations extraordinaires parce que le monde dans lequel ils évoluaient a changé, n'est plus ce qu'il était, les rapports ont changé. Donc il y avait cette double idée un peu théorique de se dire, voilà, on a envie de parler de quelque chose qui nous semble assez sérieux, qui est la difficulté du monde du travail, et puis d'en faire un traitement spectaculaire, romanesque, ludique. Et petit à petit est née l'idée de ce personnage d'Antoine Lecomte, qui serait un type qu'on aimerait beaucoup détester, un type arrogant, insupportable, qui a le pouvoir et qui humilie les gens autour de lui, que ce soit au travail ou dans son entourage, et qui se retrouve plongé dans un monde où il n'est absolument plus à la même place, où les choses ont changé, où il se retrouve opprimé alors qu'il était oppresseur, il se retrouve complètement humilié, et de voir comment il va se débattre. C'était toutes ces idées-là qui nous ont aidés et qui nous ont guidés dans l'écriture du scénario. On va peut-être du coup rappeler le sujet du film. Donc Antoine Lecomte, qui travaille dans une grande chaîne de télévision, donc qui est patron d'une grande chaîne de télévision, qui va du jour au lendemain se retrouver dans le coma, donc, et puis à son réveil, il va se rendre compte que le monde qu'il connaissait n'est plus le même. Et donc les places vont s'inverser. Alors du coup, c'est vrai qu'on peut se demander, parce que Fabrice, donc vous avez travaillé aussi sur la série Les Revenants, donc réalisateur et scénariste de la série. Et ça se passe forcément dans une chaîne de télévision. Du coup, on est tenté de se dire, est-ce que ça a un rapport avec votre expérience de la télévision, ou pas du tout ? Et ben, c'est vraiment quelque chose dont je me suis pas du tout posé la question comme ça, parce que quand on travaille sur une série comme ça, je suis allé 2 fois chez Canal+, enfin peut-être 10 fois chez Canal+, mais je veux dire, je travaillais avec des gens avec qui ça se passait quand même très très bien. Et on était en train de créer une série, donc l'ambiance à l'intérieur d'une chaîne de télévision, je la connais un peu parce que j'ai travaillé il y a assez longtemps chez France Télévisions, d'une manière un peu régulière, mais c'est surtout ma co-scénariste qui, elle, a travaillé dans une chaîne de télévision et connaissait ça très très bien. Mais je me suis rendu compte effectivement que comme la peinture de la chaîne de télé est un petit peu, disons, âpre et peut-être un petit peu, négative, qu'on pouvait interpréter ça sur le fait que j'avais eu des difficultés quand j'avais travaillé sur Les Revenants avec Canal+, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est juste un milieu que je connaissais bien et je trouvais ça intéressant. On trouvait ça intéressant que ça se passe dans le milieu de la télé, parce que au fond, les codes, les relations entre les personnages sont pas très différentes de celles qu'il y a dans d'autres entreprises. C'est une entreprise comme les autres. Simplement là, je pense que les égos sont exacerbés, que le rapport à l'image est extrêmement important et différent, et que les carrières montent très haut très rapidement et peuvent descendre très vite du jour au lendemain. Donc c'était un milieu qui nous paraissait très bien fonctionner, mais il n'y avait aucun règlement de compte, pour répondre à la question. Moi, j'aimerais bien parler du fait qu'il y a toujours un élément fantastique qui s'immisce dans la normalité. Donc c'était le cas dans Simon Werner a disparu, ton premier film, pardon, dans Les Revenants, bien évidemment, et puis dans Chaos aussi. Donc il y a toujours un petit élément fantastique qui s'immisce dans le réel. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? C'est quelque chose qui me plaît, donc c'est vrai que en tant que spectateur, j'adore les drames, j'adore les films intimistes, mais c'est sûr que quand je commence à avoir des envies de projet et d'écrire, le fantastique vient assez vite, parce que c'est
c'est un genre que j'apprécie, dans lequel on peut imaginer plein de choses et je crois traiter ce qu'il y a à l'intérieur des gens, parce que c'est vrai que peut-être le point commun entre Simon Werner disparu, Les Revenants et puis Chaos, c'est on essaie d'être à l'intérieur d'un personnage ou de plusieurs personnages qui sont confrontés à des situations fantastiques. En l'occurrence, dans Simon Werner a disparu, les gens ne sont pas confrontés à une situation fantastique, mais ils aimeraient l'être, tellement ils s'ennuient. Dans Les Revenants, ils sont face à face à quelque chose d'incroyablement sidérant et édifiant, c'est le retour de gens morts. Et dans Chaos, voilà, ils traversent une épreuve fantastique, mais qui est le fantastique vient de son parcours et de sa trajectoire, mais il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a pas pour le coup de morts vivants, il n'y a pas de zombies, il y a juste des situations qui sont incroyablement normales, mais qui pour lui sont incroyablement fantastiques. Ça, je trouvais ça vachement intéressant à creuser et à jouer. Donc il y a un point commun dans le sens où il n'y a aucun film les choses sur lesquelles j'ai travaillé sont jamais complètement réalistes, mais en même temps c'est jamais des situations complètement improbables, voilà. Donc ça m'intéresse de travailler ça et puis aussi mais je pense que je ferai pas que des choses comme ça, voilà. Il y a d'autres ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Il se trouve que ces histoires-là étaient bercées un peu dans le fantastique, mais je sais pas si je ferais que des choses qui sont fantastiques. Justement, vu que tu nous parles de ça, quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu as des idées, des scénarios en tête? Justement, c'est vraiment des projets qui sont pas du tout fantastiques, mais après, faudra voir si j'arrive à faire quelque chose d'intéressant, même si c'est pas fantastique du tout. Il y a une histoire qui est l'adaptation un film qui serait l'adaptation d'un livre d'un romancier américain qui s'appelle Charles Simmons. Le livre s'appelle Les locataires de l'été, et c'est un film qui se passerait dans les fins des années 60 et qui serait un drame amoureux, on va dire. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais dans lequel il n'y a pas du tout de fantastique. Bon, il y a quand même une tension permanente parce que je vais pas faire de comédie, mais et puis voilà. Et les autres projets sont pour l'instant un peu trop à l'état de projet pour que je puisse en parler. Très bien. Et vu que vous disiez vous n'allez pas faire de comédie, justement, pourquoi Laurent Lafitte, qui est un acteur de comédie, pour ce rôle dramatique? Je pense que c'est pas seulement un acteur de comédie. Je pense qu'il est très très. Moi, je l'avais vu dans des rôles dans lesquels il était formidable et qui étaient des rôles où il n'était pas spécialement drôle. Il se trouve, le film de Paul Verhoeven, elle, est sorti au moment où on lui proposait le rôle, donc c'était même pas lié à ça, mais bon, ça a confirmé le fait il pouvait être quelqu'un d'extrêmement inquiétant, quelqu'un d'extrêmement non, et je pense que il a une palette de jeux extrêmement large, ça se voit dès qu'on voit ses films, et donc c'était pas ce que j'aimais bien, c'était que comme le film il y avait vraiment l'ambition d'aller dans différents registres, le thriller, le drame, la comédie, enfin voilà, de passer de l'un à l'autre, de jouer toujours entre deux codes, deux genres, etc. Lui, il était parfait parce qu'il était très crédible et très bon dans tous ces registres-là. Il pouvait vraiment tout jouer. Et j'avais cette conviction-là, et c'était évident quand on a commencé à tourner ensemble, c'est que c'est quelqu'un qui a une excellente technique et puis une très grande précision, et puis qui aime jouer, qui aime incarner des personnages, enfin qui a un plaisir de courir, de sauter, de se prendre des coups, et c'est pour ça qu'il est formidable dans le film. Et c'est vrai aussi pour le reste du casting, c'est-à-dire que des acteurs comme Pio Marmaille, comme Chiara Mastroianni, c'est des gens que j'avais pu voir dans des registres différents, dans des comédies ou dans des drames, et que je trouvais passionnants à chaque fois, quoi, et crédibles à chaque fois. Donc c'était ce genre de comédien-là qu'il fallait, ouais. La forme du film est un peu, voilà, c'est un peu circulaire, il y a des flashbacks. C'était aussi le cas dans Simon Werner. Chaque fois on revenait au début, on suivait d'autres personnages. Est-ce que le film, vous l'avez tourné dans l'ordre chronologique? Comment ça s'est passé? Du coup, comment est-ce que Laurent Lafitte a pu jouer avec cette dichotomie entre son personnage du début et... C'est en ça qu'il était formidable, parce que idéalement, c'est le genre de film qu'on aurait adoré tourner dans l'ordre, pour pouvoir lui permettre de jouer avec ses différentes émotions, parce qu'en gros, voilà, on a compris le principe, c'est un personnage qui redécouvre des situations, des décors, des personnages, mais tout a changé en fait. Donc ça aurait été vraiment super de pouvoir le tourner dans l'ordre, mais c'était absolument impossible parce qu'on tourne par décor, et donc ça voulait dire que dans la même journée, Laurent et puis les autres comédiens aussi devaient jouer
un personnage, et puis le matin et l'après-midi jouer un autre personnage. Se changer, voilà. Par exemple, ils étaient en RAW, pouvaient jouer le matin une jeune employée terrorisée par son chef, hein, et puis l'après-midi jouer une manager qui a les dents qui rayent le parquet. Et c'était impressionnant parce qu'il réussissait effectivement à switcher, à jouer et à être crédible dans les deux émotions, dans les deux rôles à chaque fois. Mais donc c'est le genre de film qui, même si on s'en rend pas forcément compte quand on le voit, repose énormément sur cette faculté qu'ont les comédiens à interpréter avec subtilité des personnages très, très marqués, comme ça, très différents, et à être drôle, à être émouvant, etc. Ouais. Et sur le plateau, tu les diriges comment? Tu les diriges beaucoup? Tu leur laisses un petit peu le champ libre? Comment ça se passe? Après, ça dépend beaucoup des comédiens, parce que j'essaie de m'adapter aussi aux comédiens, de voir ce dont ils ont besoin. J'essaie de me rendre disponible et utile s'ils ont besoin qu'on parle du personnage, s'ils ont besoin qu'on parle de la situation, s'ils ont besoin de... Mais je pense que quand je parle beaucoup avec eux avant je parle avec eux avant le tournage, je leur donne des références, je leur explique un peu le projet et ce que j'imagine autour de leur personnage, et ensuite quand on se retrouve sur la scène, qu'il y a un mouvement de caméra, qu'il y a d'autres figurants qui vont jouer, un décor, etc., un costume, ils se mettent, normalement tout ça doit les aider à se mettre dans le personnage. Et ensuite, c'est de l'affinage, quoi. Et je profite surtout de leurs propositions. Et quand on travaille avec des acteurs aussi talentueux que ceux qui sont dans le film, c'est pas très compliqué. Voilà, je bénéficie de ça, de leur talent, de leur inventivité, quoi. Et effectivement, du coup, les propositions de ça, il n'y a pas beaucoup de changements dans le texte. Mais en revanche, je les laisse évidemment libres de changer des choses, d'adapter, voilà, on en discute. Mais je pense, au fond, d'après ce qu'ils me disent, parce que du coup, j'ai toujours l'impression, je voudrais dire que je les laisse très libres, je crois que je les laisse pas hyper libres, mais je pense que c'est une liberté qui est pas non plus... c'est une liberté surveillée, on va dire, mais je pense pas être quelqu'un un dictateur. Juste, j'essaie d'être précis dans mes propositions, et puis souvent, ils les respectent, mais je pense que je suis beaucoup plus dirigiste que je pense l'être. Et est-ce que tu leur as donné des indices? Parce que du coup, la fin du film est assez ouverte, comme pouvait l'être la fin des Revenants. C'est-à-dire que c'est un petit peu au spectateur aussi de faire le cheminement intellectuel pour se dire, bon bah voilà, moi j'ai décidé que cette fin c'était celle-là. Est-ce que tu leur as donné des indices aux acteurs justement pour qu'ils jouent comme toi tu l'avais entendu, comment tu avais écrit ton film Ouais, en fait, comme spectateur, moi j'aime bien quand on me raconte une histoire et qu'à la fin on me laisse soit l'interpréter, soit reconstituer un puzzle. Enfin, il y a quelque chose qui me plaît bien là-dedans. Donc c'est la proposition de Chaos, comme effectivement c'était un peu la proposition des Revenants, c'est-à-dire de ne pas être dans une explication rationnelle, mais de laisser au spectateur un choix d'interprétation. Et c'est vraiment intéressant dans Chaos, c'est que quand j'en parle avec des gens qui l'ont vu, personne se raconte exactement la même chose, et c'était un peu le but, c'est qu'au fond il y a différents scénarios possibles, il y a différentes histoires possibles, il y en a deux particulièrement qui se détachent, et ça révèle quelque chose de la personnalité du spectateur quand il a envie de se raconter cette histoire-là plutôt qu'une autre. Donc je trouvais ça intéressant, et au fond le film, c'est pas juste un mécanisme, c'est que le film raconte aussi qu'il y a souvent deux manières de voir les gens, de voir les choses, de voir les situations, et que quand on se met à la place de l'autre, on voit les choses différemment, et qu'on devrait tous essayer de se mettre à la place des autres, quoi. Avec Chloé, on aimerait beaucoup parler avec toi de la place du cinéma fantastique dans le cinéma français, parce qu'il y a vraiment très peu de films fantastiques français qui sortent chaque année. On a eu Grave, on a eu Personal Shopper, donc voilà, on voulait parler de la place de Chaos. Ton avis un petit peu sur cette industrie cinématographique en France? Que quand il y a des bons projets, il y a Vincent n'a pas d'écailles aussi, que moi j'avais beaucoup aimé. Il y en a pas beaucoup, il y en a quand même un peu, mais il y en a jamais eu beaucoup. Enfin, il y en a pas moins maintenant que. C'est-à-dire quand on parle du cinéma fantastique français, on en revient toujours à Georges Franju, à Tourneur, enfin des gens qui tournent en noir et blanc aussi. Donc il y a pas, mais il y a toujours des propositions. Après, faut s'entendre sur ce qui est fantastique aussi, parce que je pense que il y a des films, effectivement, c'est bien que vous citiez Personal Shopper, pour moi c'est vraiment un film fantastique, mais je suis d'accord. Mais c'est un film qui m'a plu aussi pour ça, pour l'idée d'aller dans
dans des contrées dans lesquelles le cinéma français va pas naturellement, mais c'est compliqué parce que je m'en suis rendu compte aussi. Par exemple, avant Les Revenants, les télévisions françaises avaient un peu peur de se lancer dans le fantastique. Le succès des Revenants a fait qu'il y a eu d'autres projets dans le fantastique. Du coup, il y a plus de séries fantastiques, mais comme il y en a certaines qui ont moins bien marché, on sent que les diffuseurs vont aller moins vers le fantastique. Enfin, il y a un peu une espèce de logique du truc qui marche ou qui marche pas. Donc si ça marche, on va faire ça. Si ça marche pas, on va pas faire ça. Donc c'est super qu'il y ait eu Grave, parce que je pense que du coup il y a plein de gens qui vont se dire tiens, on peut faire un premier film extrêmement audacieux, effectivement fantastique. On peut être une jeune cinéaste française et être inspiré par Cronenberg. Voilà, je trouve ça bien. Je me dis, faut pas avoir faut se laisser inspirer par ce qu'on veut. Il faut tenter des choses, et c'est pas forcément une question de budget, quoi. On dit aussi que le fantastique est très cher, c'est pas forcément le cas. La preuve avec Vincent n'a pas d'écailles ou avec Grave. Et puis la preuve aussi qu'il y a un public qui est intéressé par ces films-là, parce que c'est des films qui ont marché. Non, j'ai l'impression que les choses peuvent changer. Après, j'ai pas une connaissance suffisamment profonde peut-être du cinéma français pour vraiment avoir un avis extrêmement pertinent là-dessus, mais j'ai l'impression quand même que il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire des films fantastiques. Après, il faut qu'on accepte qu'on puisse faire des films fantastiques qui soient pas juste des copies de ce qui se fait aux États-Unis, quoi. Donc voilà, je pense que KO avait pas du tout l'ambition d'être de se comparer, comme Les Revenants d'ailleurs, de faire la même chose que les Américains mais en France. On avait essayé de faire un pas de côté, de faire quelque chose en rapport avec ce cinéma-là que moi j'aime beaucoup, mais pas en copie, quoi. Voilà. Après, ça dépend comment les films sont analysés. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois les films fantastiques français sont analysés soit en comparaison des films américains, soit en comparaison des films intimistes français, en disant que voilà, c'est moins profond, c'est moins intéressant, c'est plus caricatural. Non, c'est juste peut-être des films qu'on a moins l'habitude de voir. Donc, voilà. Mais c'est marrant que tu parles de copie, du coup, parce que ce qui s'est passé avec Les Revenants, c'est l'inverse. C'est les Américains qui ont copié la série. Est-ce que si par exemple on te propose un remake de KO version américaine, tu dirais oui? Je sais pas si je dirais oui, mais je pense que ça n'arrivera pas, mais je pense que ça n'a pas de sens. Mais comme le remake des Revenants n'avait pas beaucoup de sens, c'est vrai. On est d'accord. Mais moi j'ai trouvé ça très bien qu'ils le fassent, et on était très fiers parce que ça arrive pas si souvent, et c'était intéressant de voir que les Américains s'inspiraient de ce qu'on avait fait, et c'était troublant même, parce qu'effectivement quand on a regardé le pilote avec les comédiens et puis les techniciens pendant le tournage, la même chose, ouais, quoi. ça ressemblait beaucoup, mais en même temps c'était pas du tout la même chose. C'était les deux, quoi. C'était un copié mal copié et collé, mais parce que ce qui me paraissait absurde, c'est que en fait ils avaient copier quelque chose qui était déjà construit un peu en hommage à ces séries américaines, en tout cas en miroir avec ces séries américaines. C'est-à-dire que parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que le village, la ville des Revenants, c'est une ville qui, par certains aspects, est très française, en tout cas, parce que voilà, c'est des décors qu'on connaît en France, des HLM, un centre-ville un peu moderne, cette médiathèque, ces petits pavillons, etc. Et puis un truc très américain avec ce diner, avec ce barrage qui est quand même quelque chose de très effrayant et très spectaculaire, très romanesque en fait. C'est pas tant allant vers un décor américain, mais un décor romanesque, spectaculaire, comme on en voit dans les films américains en fait, d'une certaine manière, parce que les personnages des Revenants, comme un peu les personnages de Simon Werner a disparu, ils ont envie de vivre dans un film, ils ont envie d'être dans un truc où il peut se passer des choses incroyables, comme par exemple Ma sœur morte qui revient. Ouais, là j'y crois, parce qu'on est dans un univers qui est pas l'univers habituel, réaliste, français, qu'on connaît nous. Donc il y a quand même une espèce de démarche un peu, certes théorique quand je la raconte comme ça, mais qui ne permet pas ou qui ne justifie pas qu'on puisse la copier aux États-Unis. Ça n'a pas de sens, quoi. Il y a quelque chose, c'est-à-dire eux ils ont pris nous quand on fait le premier plan du diner, on s'éclate à le faire parce que c'est quand même marrant, on l'a pas inventé, il existe vraiment, il est à Annecy, cette espèce de truc avec les enseignes lumineuses, puis il s'appelle que ce soit le diner ou le bar ou
Je suis en train de réfléchir, je me souviens plus de comment s'appelle ce bar. Mais ça bref, m'a fait beaucoup penser aux photographies de Gregory Crewdson. C'était une grosse inspiration, Crewdson. Mais bref, ce bar qui fait très Twin Peaks, qui fait très bar américain comme on en croise là-bas, c'est marrant de le filmer de cette manière-là parce qu'on est en France et que c'est quand même dingue d'avoir quelque chose comme ça en France. Voilà, c'est quand même singulier, c'est original, c'est hyper marrant. Les Américains, quand ils font le remake, ils le filment de la même manière. Oui. Mais eux, ils en ont à tous les coins de rue. C'est normal d'avoir ça. Donc, il y a une espèce de... Ils n'ont pas complètement compris, à mon avis, ce que voulait raconter la série. Et donc, du coup, c'était... c'est pas forcément leur faute, mais j'ai l'impression que ça a marché beaucoup moins bien, ouais. Oui, je crois que ça... Et puis même, ça a marché, même au niveau des audiences, je crois que ça n'a pas marché du tout, quoi. Après, oui, ça a beaucoup moins bien marché. Après, faut voir que l'original des Revenants est passé sur Sundance Channel. Je sais pas, l'audience se compte en dizaines de milliers de personnes. Et quand ils ont passé ce remake qui n'a pas très bien marché, c'était au moins 1 à 2 millions. Donc c'est pas les mêmes échelles non plus, hein. C'est sûr que même quand ça marche pas là-bas, ça marche quand même pas mal. Merci beaucoup Fabrice. De rien, merci d'être à venu. vous. Et donc on rappelle que KO sort en DVD le 25 octobre, donc ne le loupez pas. Et surtout, n'hésitez pas quand vous l'aurez vu à nous mettre un petit commentaire sur la fin parce que moi ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Et parce que c'est vrai que cette fin, on va pas révéler quoi que ce soit, mais on a chacun des explications différentes, en tout cas quant à cette fin. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas. De rien.